Chapitre 4, diversité génétique et biodiversité. Premièrement, les niveaux de la biodiversité. Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est un écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans un milieu donné. Premièrement, voyons ici s'il existe un ou plusieurs écosystèmes. Si on regarde avec attention, nous voyons qu'il y a dans un premier temps le système de la forêt méditerranéenne avec différentes espèces, le système des fonds marins un peu profonds, le système des fonds marins un peu plus profonds et enfin les parties plus abyssales. Ces 4 écosystèmes ont des différences. On peut noter des différences dans un premier temps de conditions du milieu. Certains sont plus chauds, plus froids, des conditions de précipitation et bien entendu des conditions de luminosité. Tout ceci va entraîner évidemment des différences aussi entre les écosystèmes de peuplement. Nous voyons des végétaux différents et des animaux différents. Nous avons donc vu ici le premier niveau de la biodiversité. Alors cette biodiversité varie au cours du temps. Ici, nous voyons la même forêt méditerranéenne, mais après un incendie. Évidemment, la biodiversité a été modifiée. Certains animaux, certains végétaux ont disparu, pour un temps plus ou moins long. Le premier niveau de la biodiversité est donc la diversité des écosystèmes. Il existe une grande diversité des écosystèmes, et ceci diffère, nous l'avons vu, par les conditions du milieu et par les espèces qui les composent. Cette diversité s'observe dans le temps et dans l'espace. Si on reprend la biodiversité au niveau de la forêt méditerranéenne, on va retrouver des arbres différents, et puis au niveau des poissons de la mer Méditerranée, des espèces différentes aussi. Il y a donc un deuxième niveau de la biodiversité, plus évident à voir, qui est la biodiversité des espèces. Actuellement, les biologistes ont décrit à peu près 1,9 million d'espèces vivant à la surface de la Terre, et on estime qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 10 millions, inconnus à l'heure actuelle. Dernier, troisième niveau de la biodiversité au sein d'une même espèce. Quand on regarde cette image de tomate, on voit des tomates différentes. Les individus de tomates sont différents. De la même façon, on voit la même chose pour les chats ou pour les êtres humains. À quoi est due cette biodiversité des espèces ? Vous l'avez vu dans les chapitres précédents. Elle est due tout simplement à la génétique. Nous allons voir ici l'exemple de l'espèce humaine, Homo sapiens, pour le caractère ou le phénotype de la couleur de peau. Cette couleur de la peau est due à la présence d'un pigment dans la peau qui s'appelle la mélanine. Cette mélanine est synthétisée dans des cellules appelées les mélanocytes. Alors, cette mélanine dépend, entre autres, de gènes qui peuvent expliquer qu'on n'a pas tous la même quantité de mélanine. Ce petit texte vous explique tout simplement qu'il y a plusieurs gènes qui interviennent dans la synthèse de la mélanine ou d'autres pigments d'ailleurs. En gros, une dizaine de gènes interviennent dans la pigmentation de la peau, par exemple MC1R sur le chromosome 15 et un autre assez connu, SLC24A5 sur le chromosome 16. Chaque gène a de nombreux allèles et chaque individu va posséder évidemment 2 allèles de chaque gène. On arrive à la notion de fréquence allélique, c'est-à-dire la fréquence des allèles dans une population. Vous voyez ici, pour les couleurs de peau, des allèles différents. Donc, le troisième niveau de la biodiversité, la diversité des allèles. Les individus d'une même espèce sont tous différents, en particulier du fait de leurs différences génétiques. Ces différences sont la conséquence de la diversité des allèles qui existent pour un même gène. D'une population à l'autre, dans une même espèce, la fréquence des allèles varie. Vous avez ici un bilan en image qui vous montre dans un premier temps la biodiversité des écosystèmes, auquel se surajoute la biodiversité des espèces, et enfin la diversité génétique. Vous aurez à refaire ce schéma sous une autre forme sur votre cahier. Deuxième partie du cours, l'apparition de nouveaux caractères. Nous allons voir l'exemple de la drosophile. La drosophile est une petite mouche utilisée en laboratoire qui, normalement, a les yeux rouges. Mais de temps en temps, on peut voir apparaître des individus dits mutants avec des yeux blancs. Que s'est-il passé ? Alors,
on va revenir au niveau génétique, au niveau allélique, et en fait, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a une erreur, une mutation au niveau du matériel génétique, au niveau de l'ADN. Cette mutation peut avoir lieu sous l'effet de différents agents ou tout simplement au cours de la copie de l'ADN, lors de la division cellulaire. Une question se pose tout de suite. Est-ce qu'une mutation est transmissible aux générations suivantes? Deux cas se posent. Premièrement, la mutation a eu lieu dans une cellule dite somatique, c'est-à-dire une cellule banale. Cette cellule ne sera jamais à l'origine d'une cellule reproductrice. Dans ce cas-là, le nouvel allèle va se transmettre aux cellules descendantes de cette cellule banale. Mais la mutation ne se transmettra pas aux générations suivantes. Deuxième cas, la mutation a eu lieu dans une cellule dite germinale, c'est-à-dire une cellule qui donnera soit un gamète mâle, soit un gamète femelle. Dans ce cas-là, le gamète aura la mutation, et donc la mutation pourra être transmise à la descendance. Donc, lorsque de nouveaux caractères sont acquis grâce à des mutations, ces caractères peuvent être transmis ou non à la descendance suivant le lieu de la mutation. Ces nouveaux caractères apparaissent au fil des générations dans une population et sont très importants lors de l'acquisition d'une biodiversité. Ces mutations sont des erreurs de copie. Au final, vous allez donc pouvoir recopier tout ce qui est titre et tout ce qui est cadre vert sur votre cahier, schématiser le bilan et passer au QCM qui est sur Classroom. Au revoir, à bientôt.